Bonjour tout le monde, bienvenue à cet événement de la Maison du développement durable. Un grand merci d'être avec nous. On est très content de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Raphaëlle Dufresne, je suis la responsable des programmes à la Maison du développement durable. Comme je vous disais, on est bien content de vous accueillir. Aujourd'hui, c'est le premier d'une série de 3 conférences qu'on organise avec le Conseil régional de l'environnement de Montréal et qui sont présentées par Hydro-Québec. Et ces 3 conférences nous permettront de rencontrer les lauréats du gala du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Aujourd'hui, on a donc un panel de discussion qui portera sur la thématique de la lutte au changement climatique avec des représentants de 2 des organisations lauréates qui vont nous parler de leurs projets, de leur réalisation. On est en direct sur Zoom, puis également sur les pages Facebook de la Maison du développement durable, puis du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Alors, peu importe sur quelle plateforme vous êtes, sur Zoom ou sur Facebook, on vous invite à nous écrire vos questions, vos impressions, puisqu'à la fin des 2 présentations, on aura une période d'échange pour répondre à toutes vos questions avec les lauréats. Puis avant de débuter, je veux prendre juste quelques secondes pour remercier les partenaires de la Maison du développement durable, Hydro-Québec, qui est partenaire principal de la programmation, et la Ville de Montréal. Finalement, je vous invite à suivre la Maison du développement durable dans les prochains temps pour nos autres événements qu'on va avoir cette saison dans notre programmation. Bien sûr, il y aura les 2 autres événements de la série de conférences avec les lauréats du gala du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Ça se poursuit le 12 novembre sur la thématique de la protection de la biodiversité. Puis enfin, le 18 novembre sur la gestion des matières résiduelles. Alors, inscrivez-vous pour y assister, ça va être très intéressant. Je vous souhaite un bon événement, puis je passe la parole à notre animatrice d'aujourd'hui, Caroline Desselin, qui est coordonnatrice des communications et des événements au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Bonjour Caroline. Bonjour Raphaël, merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Donc oui, coordonnatrice des événements et des communications. Donc je suis la personne en charge du gala du CRE Montréal, anciennement connu sous le nom du gala en environnement et développement durable de Montréal. Donc le CRE Montréal, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un organisme de bienfaisance indépendant apolitique consacré à la protection de l'environnement et du développement durable sur toute l'île de Montréal depuis 1996. On contribue à la qualité des milieux de vie de façon très diversifiée avec tous les collaborateurs et les membres possibles à travers l'île. Le gala est donc, le gala du développement durable, le gala du CRE Montréal existe depuis maintenant, c'est la 14e année qu'on le fait. Puis l'édition 2020 a été en grand changement. Les premiers changements ont été planifiés. On a changé le logo du gala, on a changé les thématiques. Donc, on a entendu Raphaël mentionner les 3 thématiques précédemment, la lutte au changement climatique, la protection de la biodiversité et la gestion des matières résiduelles. On a eu des nouvelles catégories. On est passé de 3 catégories d'organisation à 5 pour pouvoir vraiment étaler les superbes réalisations de toutes les organisations à travers l'île de Montréal. Donc, on est allé avec les corps publics en ordre alphabétique, les corps publics, les institutions, autant éducation que santé, moyennes et grandes entreprises, tous ceux qui étaient en haut de 50 employés, les OBNL, associations et coopératives, et finalement les petites entreprises, moins de 50 employés. On a divisé aussi les réalisations en 2 pour pouvoir mettre vraiment en lumière les organisations qui travaillaient depuis très longtemps et ceux qui étaient un petit peu plus récentes dans leur projet. On a divisé en réalisation championne et réalisation innovante. Innovante étant donné que justement, ça s'est soit jamais fait à Montréal ou au Québec. Vraiment, c'est une nouvelle technologie ou c'est des nouveaux, un nouvel arrivant à Montréal. Puis championne, ben, c'était vraiment ceux qui étaient installés, les réalisations qui sont sur le long terme. On parle vraiment de réalisations qui prennent rarement
1 à 2 années à réaliser, mais qui, justement, le résultat se voit sur plus long terme, plus longue échelle, avec des données quantitatives puis des résultats extraordinaires. On a aussi, toutes les réalisations qu'on a reçues, on a eu, au mois de janvier, on a reçu 60 réalisations que le jury a sélectionné 25 finalistes. De ces 25 finalistes, on a eu 9 lauréats. Pendant les prochaines semaines, les 3 prochaines semaines, on va entendre 8 de ces 9 lauréats-là parler et décrire leurs réalisations. Aujourd'hui, on en a 2. Puis, j'en suis très, très fière. Donc, le gala pourrait pas, les conférences sont vraiment pour présenter ces réalisations-là. Et il faut dire merci donc à la Maison du développement durable et le présentateur qui est Hydro-Québec qui nous a fourni la confiance pour faire les 3 prochaines conférences. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter nos 2 lauréats de la journée. On parle ici de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce avec le corridor écologique d'Arlington, qui a un processus très, très intéressant qui faisait partie de la catégorie corps public, réalisation innovante. Et l'équipe de Vestshell pour une usine éco-responsable qu'on va entendre aussi en deuxième partie, qui ont récolté une des deux réalisations dans moyenne et grande entreprise. Donc, sur ce, je vais passer la parole au premier conférencier, au premier panéliste, Alexandre Baudouin, conseiller en biodiversité pour l'Université de Montréal, qui a été partenaire avec l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce pour la réalisation du corridor d'Arlington. Merci Caroline. Justement, Caroline disait, c'est un processus intéressant. C'est encore pour le démontrer, c'est que c'est justement moi, comme représentant de l'Institution Université de Montréal, qui vient parler pour le prix qui a été gagné du côté du corps public. Déjà, on voit qu'au niveau du processus, il y a eu un partage au niveau de la manière de fonctionner. Et la simple fait que je présente aujourd'hui, c'est un exemple finalement de ce processus innovant et inspirant. Donc, tout de suite, on peut enchaîner. Je suis un spécialiste, là, on pourrait dire aujourd'hui, un expert sur la question de la connectivité. Je me suis toujours beaucoup intéressé à la biodiversité en général. C'est ce qui m'a animé au début. Mais finalement, au fur et à mesure, j'ai fait d'autres études dans le domaine de la connectivité et en élaborant la définition qu'on voit ici, que je vais vous lire, on a réalisé que finalement, on travaillait, oui, pour la biodiversité, mais principalement pour la lutte au changement climatique. Donc, ce qui est sorti, par exemple, ici de ma maîtrise là, sur la question de qu'est-ce que la connectivité à travers les corridors verts urbains, c'est un lien pour la biodiversité locale, constitué d'arbres principalement, unissant les espaces verts existants dans la trame urbaine par une approche interdisciplinaire et visant l'atteinte d'une grande diversité d'objectifs propres à chaque milieu. Ces objectifs sont souvent associés aux défis que rencontreront les villes face au changement climatique. Donc, j'ajoute en bas, par cette définition, les aspects récréatifs et esthétiques de ces derniers deviennent optionnels. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en font pas partie, c'est juste que si on utilise les termes corridor écologique, comme ce qu'on fait avec le corridor écologique d'Arlington qui prend place dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, on ne mise pas d'abord sur les pistes cyclables ni sur des aménagements qui seraient paysagers, qui seraient vraiment jolis. On va vraiment miser sur une fonction ou ce qu'on pourrait dire les services écosystémiques. On peut tout de suite aller au visuel. Donc, je l'appelle la photo à 1 million. C'est la photo, finalement, qui permet vraiment de mettre de l'avant le projet, de le faire connaître. Ici, ce qu'on a, c'est en plein centre, la grosse masse verte, le Mont-Royal, qui est vraiment un de nos puits de biodiversité principaux, de source de biodiversité, pardon. Et on a une ligne qui traverse en diagonale, qui est le chemin de fer, qui est déjà un lien de connectivité là, pour la faune et la flore, qui relie le campus 1000 de l'Université de Montréal et l'hippodrome. Le plus intéressant dans le projet, c'est vraiment le lien qui existe entre le Mont-Royal et le chemin de fer. C'est ça, le corridor écologique d'Arlington. Donc, la totalité de l'emprise du projet est dans le corridor et dans l'arrondissement Côte-des-Neiges.
L'objectif de mon côté, Université de Montréal, c'est de connecter les deux campus, le campus de la montagne et le nouveau campus des sciences qu'on voit le triangle à gauche. Donc, c'est un défi. Je vais tout de suite enchaîner. On voyait je peux quand même passer le petit document à côté à droite, là, c'est qu'il y a le plan local de développement durable et le corridor en fait désormais partie. Et on voit ici, de cette façon-là, aussi l'arrimage qu'il y a eu entre le projet qui était à la base institutionnel et qui a rapidement été euh, repris et appuyé par l'arrondissement Côte-des-Neiges. Merci. Ensuite, un défi, ce qu'on voit ici, dans le fond, selon certaines études en foresterie urbaine, c'est le niveau d'implication des citoyens. Donc là, on est vraiment sur l'emprise urbaine. On fait des trames vertes à travers la ville et on voit qu'un citoyen peut être intéressé par tout ce qui va toucher son lot, sa propriété, toucher l'école de son enfant, un parc à proximité ou son bloc, on pourrait dire les ruelles vertes. Dès que ça passe à une échelle supérieure, on a le défi, ça devient méso. Les corridors majeurs, celui-ci, c'est un corridor majeur qui fait au total 7 km. C'est sûr que là, c'est un peu moins facile de rattacher les citoyens à travers ces projets-là. Et ça, c'est un des défis qu'on rencontre dans la lutte au changement climatique, c'est que les conséquences, c'est pour tout le monde. Et finalement, les actions qu'on essaie de faire doivent être de grande envergure. Et souvent, les gens, ils connaissent, sont experts de leur coin de rue. Et c'est difficile de mobiliser les gens sur des projets qui dépassent finalement leur vision territoriale. C'est une faiblesse, on pourrait dire. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, rapidement, en haut, ce qu'on voit, c'est un peu l'évolution de l'étalement urbain. Pourquoi on fait des corridors aujourd'hui? C'est qu'on a développé la trame urbaine fortement. L'étalement urbain a été un peu s'est développé sans vraiment contrôle. Donc là, aujourd'hui, on a dégradé nos milieux et on subit les conséquences des changements climatiques. On peut penser aux épisodes de température extrême, climatique extrême. On peut penser, par exemple, justement, d'avoir créé des obstacles pour la biodiversité. On fait des îlots de chaleur, évidemment, avec la minéralisation de la ville. Donc, il y a plusieurs conséquences à ce type d'étalement urbain-là. En bas à gauche, la petite image, c'est les différents modèles qui existent de corridors de connectivité qui sont déjà présents depuis très longtemps. Là. On utilise ça en biologie à grande échelle. Et là, ici, on l'a morcelé. On peut voir ici, il y a le corridor en pas japonais, les petites taches. C'est celui qui représente le mieux ce qu'on peut essayer de créer à travers une trame urbaine déjà très développée, où est-ce qu'on a des routes un peu partout avec des grandes infrastructures, des viaducs. Donc, en travaillant par projet d'acupuncture urbaine, on finit par relier les points et tracer ces corridors-là. Donc, on vient chercher tous les services écosystémiques. J'ai mis ici un exemple, les infrastructures vertes, un document de la Fondation David Suzuki, qui est une bonne référence pour tout ça. Et sinon, on a notre propre document d'une centaine de pages sur le projet écologique et le projet d'Arlington, corridor écologique. Prochaine diapo, merci. Des retombées, des choses super intéressantes avec ça. C'est quand on présente des projets de grande envergure, des fois, il y a des ouvertures de projets qu'on n'a même pas anticipées à la base. Là, on voit encore le même tracé, mais vue d'oiseau. Et en partant comme ça jusqu'au chemin de fer, on arrive vers le haut, la zone qui est en pointillé rouge, qui est le campus 1000, le campus des sciences, qu'on essaie de relier ici de notre côté. Je fais une petite parenthèse là-dessus. On peut aller à la prochaine image. Ça nous a permis justement de gagner le prix en 2016. Les gens ont vu le projet et se sont dit hey, peut-être qu'on pourrait commencer à travailler sur l'autre extrémité tout de suite, ce que je n'avais pas anticipé, et commencer à finalement faire le projet dans l'autre sens. Donc, en 2016, on a eu ce prix-là. On était très fiers. Et cette année, je suis vraiment content que ce soit moi qui l'ai entre mes mains aujourd'hui. Le prix, le j'aime, mais en même temps, je pense que c'est un prix qui est partagé vraiment avec l'arrondissement, évidemment. Là. Donc, c'est pour montrer que des fois, on crée des projets majeurs, puis on réussit à faire d'autres projets vraiment innovants à d'autres échelles aussi. On passe à la prochaine diapo. C'est pour vous montrer de quoi ça avait l'air l'été 2018. Là. Ça, c'est la première page de la une du Devoir de juillet 2018 pour montrer un peu les autres retombées qu'on peut avoir avec des projets d'envergure comme un corridor écologique urbain. Prochaine image. Je n'entrerai pas là-dedans, c'est complexe. C'est des résultats d'études. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a différents ronds gris qui sont les acteurs principaux qu'on peut regrouper pour réussir à faire ces projets-là. Et les flèches bleues sont les capacités qui ont à travailler ensemble, les actions qui ont été nommées. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que certains travaillent très bien ensemble. Donc, un élément qui semblait un peu manquant, que les flèches sont très faibles, c'est à gauche, le milieu universitaire qui vient relier finalement le côté gouvernement. Il ne semble pas avoir de lien direct à travers la maîtrise que j'avais fait. Je pense qu'on a un exemple aujourd'hui que oui, ça se crée en ce moment, mais c'est un élément vraiment important qui était manquant à la base. Et tranquillement, il faut aller vers ces outils-là. Les universités, c'est plein d'étudiants, c'est plein de chercheurs qui cherchent des projets aussi. Et finalement, il y a des enjeux au niveau de la ville. Et travailler les deux ensemble, on a un potentiel incroyable avec Montréal à ce niveau-là.
On peut aller à la prochaine diapo. Ça, j'y reviendrai plus tard parce que c'est vraiment un élément sur de quelle manière on devrait placer finalement nos acteurs, dans quel ordre pour arriver au résultat final. Et j'en parlerai parce qu'on n'a pas du tout fait ça. Ça s'est passé un peu dans le désordre et c'est peut-être pour ça qu'on a eu de la difficulté à faire avancer le projet au début. Ça fait 7 ans qu'on le porte. Ça fait 4 ans vraiment que l'arrondissement se commet et avance avec nous. Et je pense que si on avait pris le temps de bien mettre ces 9 étapes-là dans l'ordre, probablement qu'on aurait pu commencer à travailler plus vite ensemble. Il fallait commencer quelque part. C'est ça l'innovation. Des petites images pour voir un peu. Le projet, on travaille par phase. Fait que des fois, ça peut être des aménagements publics sur l'emprise publique, justement, comme celui-ci. On peut aller à l'autre image. D'autres éléments ici, des aménagements qu'on a faits en périphérie d'un jardin communautaire, qui pour nous était une grande communauté avec laquelle on voulait se rallier, donc les jardins de l'arrondissement, et qui venaient finalement faire un lien avec le corridor écologique. Refaire autrement, entre parenthèses, je vais y revenir un peu plus tard dans la période des questions. Voici de quoi ça a l'air en fait aujourd'hui. On a créé plusieurs habitats pour les abeilles. On voit le petit nichoir en bas à droite. C'est une des premières actions de création d'habitats pour la biodiversité, mais en même temps un massif vert qui a son pouvoir pour tempérer le milieu. Ensuite, les pistes à suivre. Là, le corridor écologique urbain d'Arlington gagne au niveau du corps public et innovation. On n'est pas les premiers, cependant, à avoir des projets comme ceux-là. On voit qu'il y a beaucoup de créativité dans ces concepts-là et ça devrait devenir la norme si vraiment on veut agir à l'échelle urbaine dans un contexte des changements climatiques. Peut-être que je vais. Ouais, ça ici, c'est juste pour montrer un peu. Ça, c'est l'état des espaces verts qu'on avait en 2014 là, sur Montréal. Et là, on a un projet de 7 km et justement, la prochaine image, on le voit. Là, pourquoi ne pas aller vers quelque chose comme ça ici? Imaginez même l'hiver quand vous ski de fond ou complètement aller marcher et vous promener comme ça sans jamais quitter un tracé d'un corridor pour traverser Montréal au complet. Mais c'est ce qu'on propose pour la migration des espèces, par exemple, avec tous les services écosystémiques ou les co-bénéfices qu'on appelle, qui seraient maintenant à la portée des citoyens. Je vais probablement accélérer là-dessus parce qu'il y a des éléments ici où est-ce qu'on voit la gestion des eaux pluviales, on voit un peu les tracés aussi qui peuvent emprunter le terrain à la fois public et institutionnel, privé, l'image en bas à droite. Et c'est une autre des innovations qui devrait venir avec ce projet-là, c'est de partager à la fois la piste cyclable, partager la gestion des eaux pluviales, à la fois des eaux qui sont en provenance du campus de l'université sur l'espace public et de l'eau qui coule de l'espace public vers le terrain de l'université et qu'on n'essaie pas de se mettre des barrières, mais qu'on travaille ensemble, un peu comme on le ferait avec une rivière, qui met la place pour la prochaine image. Une rivière. Un jour, peut-être, on pourrait rêver de ces projets d'envergure-là. Ce serait vraiment fantastique. Donc là, je vous laisse sur cette image de rivière perdue. Puis je pense qu'on va aller rapidement pour les prochaines diapos. Je pourrais y revenir un petit peu plus tard dans la période des questions, s'il y en a, bien sûr. Merci. Je reprends le flambeau. Merci énormément, Alexandre. On va revenir effectivement à certaines images dans les questions organisées, planifiées un petit peu après la présentation de M. Laflamme. Donc, M. Greg Laflamme est directeur des opérations chez Vechel, qui s'est mérité le prix au niveau des moyennes et grandes entreprises. Oui, donc on voit M. Laflamme. Je vous laisse la parole. Oui, très bien. Alors, bonjour à tout le monde. Greg Laflamme de Vechel. Je suis entouré de mes partenaires, donc les gens qui sont dans le comité environnemental. Vechel est une fonderie située à Montréal-Nord. C'est une fonderie à cire perdue. On produit des pièces de précision. Nos clients sont surtout aux États-Unis puis en Europe. On a quelques clients ici au Canada. Essentiellement, on est dans le domaine de la défense, le nucléaire pour les réacteurs CANDU, au niveau médical, industrie d'eau de gamme et aussi aérospatiale. On a la chance aussi de travailler avec certains clients qui sont intéressés d'améliorer l'environnement. Donc, au niveau aérospatial, comment est-ce qu'on peut réduire les poids des avions? Et en Europe, on travaille avec des gens qui installent des systèmes de turbines pour ramasser le méthane dans les centres d'enfouissement et d'en faire de l'énergie. Le processus à cire perdue, c'est un processus qui est vieux de 5500 ans. Ça a été développé en Égypte. Ici, vous avez... Non, vous pouvez y aller avec la prochaine.
La prochaine diapositive, c'est le comité environnemental. Donc, c'est un comité qui se rencontre une fois par mois et on discute des avancements des différents projets. On va aussi déléguer aussi à des groupes un peu plus petits certains projets. Alors, la prochaine. Ça, c'est une petite équipe qui avait été formée pour parler du projet que je vais vous discuter avec vous maintenant. On était au Salon des meilleures pratiques d'affaires du Mouvement québécois de la qualité. Alors, ça nous a permis d'échanger. On voit ici l'équipe complète de Vechel. Des initiatives pour améliorer l'environnement. Je crois toujours que ça doit se faire en équipe. Autant avoir l'engagement et la mobilisation des gens à l'interne qu'à l'externe. Alors, la prochaine diapositive va vous montrer une charte d'engagement qui a été faite avec 30 employés. On a pris des employés de production. Il n'y avait personne dans l'équipe de gestion. Et on a eu de l'aide d'une firme de consultation, Elio, pour développer cette charte d'engagement-là. Et les 30 employés nous disaient qu'ils voulaient qu'on s'occupe de l'environnement. Et ce qui était intéressant, c'est que ça venait de leurs enfants. Les enfants, semble-t-il, qu'ils apprennent à l'école que l'importance de l'environnement et autour de la table au souper, les enfants leur parlaient de l'environnement à nos employés et eux ont amené cette valeur-là chez Vechel. Donc, l'équipe de gestion a trouvé ça très important d'être à l'écoute de ce qui était important pour nos employés et c'est important pour nous. Alors, le prochain. Ça, je vous parlais des partenaires. On a les partenaires à l'interne, mais aussi à l'externe. On ne se serait pas rendu où on est sans l'intervention. Je vais en nommer quelques-uns, les principaux, mais ça a commencé avec le CIREG puis le CIROD, qui nous ont mis en contact avec le CTTEI de Sorel-Tracy, qui nous a aidés dans les périodes difficiles, PME Montréal, Est de l'île, évidemment, Elio puis Cohésio, et j'en passe. Alors, si on veut grandir, si on veut s'améliorer, il y a des choses qu'on peut faire par nous-mêmes, mais lorsqu'on est pris ou lorsqu'on a besoin d'aide, il ne faut pas hésiter d'aller chercher de l'aide de l'extérieur. Alors, le prochain, là, je vais vous parler un peu plus sur le prochain du projet en tant que tel. Alors, ce qu'on avait comme problématique suite au développement de la charte, c'était qu'on voulait continuer à croître tout en tenant compte de l'environnement, les employés, les finances et tout ça chapeauté par une saine gouvernance. Afin d'y arriver, alors ça serait le prochain, c'était d'avoir un genre de questionnaire au niveau de notre maturité organisationnelle. Ça, c'était basé sur les 21 enjeux du développement durable. Alors, on a eu des consultants qui sont rentrés, nous poser des questions et nous-mêmes, on se posait des questions pour voir où est-ce qu'on se situait au niveau de la maturité. Et puis, comme un peu nos employés nous en avaient parlé dans la charte, on voyait qu'il y avait quand même des carences au niveau environnemental. Alors, on faisait des choses, mais on s'est dit qu'il va falloir qu'on devienne un peu plus mature. Alors, vous voyez ici, ce qu'on a commencé à faire, c'est développer une orientation stratégique pour les prochaines années et puis se poser des questions au niveau environnemental. On donnait une deuxième vie, si vous regardez sur la charte en 2015, à 60% en poids de nos rebuts ou de nos déchets. Donc, on s'est dit, il va falloir qu'on se dote d'actions pour s'améliorer. Alors, il y a des actions qui ont été très faciles à faire. Un des exemples, c'est notre poussière métallique. On a approché différentes personnes et puis il y a des gens qui se sont montrés intéressés d'avoir notre poussière métallique. Ça, c'était un gain facile. Par contre, lorsqu'on est arrivé au niveau de notre céramique, on a frappé un mur, si on veut. On a
probablement débourser entre 16 et 20 000 pour faire différentes études, différentes analyses chimiques pour essayer d'intéresser des gens à prendre notre céramique. Mais c'est uniquement lorsqu'on a été mis en contact avec le CTTEI qu'ils ont fait ils ont caractérisé notre céramique puis ils ont réussi à trouver un preneur. Puis très rapidement, ce preneur-là a décidé de prendre d'autres de nos produits. Alors, la prochaine. L'autre étape était de faire un périmètre 1 et 2. Donc, on a eu de l'aide avec un consultant qui s'appelle Charles Thibodeau, qui nous a réalisé d'autres choses. Donc, ce n'était pas nécessairement nos rebuts, mais c'était nos consommables ou notre énergie. L'autre exemple, c'était on utilise beaucoup de frayons pour réfrigérer nos départements. Alors, on a pris conscience, par exemple, que s'il y avait des fuites de frayons, que c'était très néfaste pour l'environnement. Donc, tout de suite, on a mis en branle des systèmes de maintenance préventive. Et puis, pour le futur, on verrait très intéressant de faire un périmètre 3. En anglais, ils appellent ça un scope 1, 2, 3. Alors, ça aussi, ça a amené énormément d'action ou de conscientisation. Je vous ai parlé tantôt du CTTEI. CTTEI ont développé un calculateur, c'est le prochain, un calculateur qui nous a permis de comprendre que tous les items qu'on donne une deuxième vie jusqu'à date en 2020, alors on a évité 1,3 million de kilogrammes de CO2 dans l'atmosphère, ou c'est l'équivalent d'à peu près 300 véhicules année. Ce calculateur-là nous a aidé à voir quels sont les grands pollueurs. Donc, ça nous permet d'avoir un plan A, plan B, plan C, comme par exemple nos palettes de bois. Palettes de bois en 2020, si on ne les avait pas donné une deuxième vie, ça serait 720 000 kg de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on a développé 3 preneurs. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas prendre nos palettes de bois, au lieu de les jeter, on en a un deuxième et un troisième. Fait que je pense que ce calculateur-là donne vraiment un bon ordre de priorité, ce sur quoi qu'on va travailler, puis mettre l'énergie au bon endroit. Le prochain, ça nous donne quels sont les items en ce moment qu'on réussit à donner une deuxième vie. Fait qu'il y a quand même plusieurs produits, puis sans l'aide de nos employés, on aurait beaucoup de difficultés à rassembler ces items-là puis les mettre soit dans des grosses boîtes de carton ou dans des barils métalliques pour s'assurer qu'on passe à la prochaine étape et qu'on achemine ça à nos preneurs. Les mesures de suivi, c'est des réunions mensuelles du comité environnemental et du comité de gestion, des audits internes. On a fait faire des politiques qui sont dans ISO, donc ça peut être audité autant par nous à l'interne que nos fournisseurs. Puis on fait des présentations 2 fois par année, moins depuis le COVID, là, mais on fait des présentations à nos employés pour leur montrer où on est rendu et nos employés nous montrent où eux sont rendus dans leur projet à eux. Les facteurs de succès, c'est la mobilisation et la participation des employés, de la direction, mais aussi la collaboration d'experts. Lorsqu'on est pris, il faut aller chercher de l'aide, s'entourer d'experts. On prend maintenant des décisions qui sont beaucoup plus liées au développement durable, nos projets. Il y a un projet qu'on vient de réaliser en ce moment qui tient compte de la santé et sécurité, tient compte des finances, tient compte de l'environnement. Alors, on est très, très fiers que cette culture-là est rendue la nôtre maintenant. Et on a encore un bon 15 % de rebuts qu'on cherche à donner une deuxième vie. Et je crois que c'est tout. Oui, effectivement. Merci énormément, M. Laflamme. Merci à vous. Franchement, 2 réalisations très différentes, mais très révélatrices de ce qui se passe à Montréal aussi en changement climatique. Donc, c'est très varié. C'est sûr que c'est un sujet vraiment intéressant. Les changements climatiques, c'est très large, mais on a vraiment deux beaux exemples ici de ce que ça peut donner dans le réel.
Puis, à partir de là, justement, j'aimerais ça en connaître plus sur les réalisations et je suis certaine que les gens qui écoutent aussi aimeraient savoir quels ont été les plus grands enjeux positifs ou négatifs à l'évolution et à la complétion de votre réalisation. Donc, je ne sais pas, je donne la parole à M. Laflamme, peut-être. On va inverser les rôles cette fois-ci. Oui, OK. Bien, écoutez, évidemment, un des enjeux, c'était la mobilisation des employés. Puis, je vais être honnête avec vous, moi, j'étais un gestionnaire, puis faire une charte d'engagement par des employés et non des gens de direction, ça posait un certain problème avec les gens de la direction. Donc, il a fallu faire un saut, je ne sais pas, en anglais, ils disent « a leap of faith », donc avoir un peu confiance dans nos gens. Alors, si on veut être créatif et innovateur, il faut sortir des sentiers battus. Un autre enjeu, c'est évidemment d'accepter de l'aide de l'extérieur, puis pas avoir honte, pas avoir peur. Puis, je pense qu'on a beaucoup cheminé puis évolué. On est une fonderie, donc, je veux dire, il y a peut-être des gens qui voient ça d'un mauvais œil, mais, je veux dire, on est qui on est. Hein? On peut juste, donc, faut se lever debout puis dire, OK, on a des points positifs, des points négatifs, puis il faut avancer là-dedans puis s'améliorer. C'est pour ça qu'on veut grandir puis améliorer notre situation environnementale. Excellent, merci. Je pense que c'est un beau récapitulatif. Monsieur Baudouin, Alexandre, à votre tour. Oui, j'en avais noté quelques-uns. En fait, on va commencer par le positif, là. Ce qui fait que ça fonctionne bien, les grands enjeux positifs, c'est la force de Montréal au niveau de l'environnement en général, le nombre d'organismes communautaires et de citoyens engagés qui existent. C'est vraiment une des forces qu'il faut apprendre encore plus à capitaliser dessus et à le mettre de l'avant. Un projet ambitieux comme un corridor de connectivité qui traverse un arrondissement, ça ne peut pas se faire uniquement si c'est porté par l'arrondissement. L'arrondissement a besoin de ses citoyens, justement, puis ça doit être un pont de communication important. L'université étant un citoyen institutionnel, finalement, on pourrait dire, pour le projet. Moi, je pense vite là, à la patrouille verte du regroupement des écoquartiers qui ont une masse, un volume de jeunes motivés qui viennent pour des plantations. Ça, c'est sûr que c'est super le fun d'avoir ça. Ils s'en servent comme lieu de formation. Puis nous, en même temps, ça nous permet de transformer le paysage en une seule journée. Ce qu'on a aussi comme force, de notre côté, un des grands enjeux, c'est l'Université de Montréal. Je dis souvent, c'est 64 000 cerveaux, là, il faut apprendre à les utiliser comme il faut. Et c'est le cas, c'est plus de 70 projets étudiants qui ont été réalisés autour du corridor de connectivité. Donc, tous ces éléments-là ne deviennent pas nécessairement un projet l'année suivante, mais ils amènent beaucoup d'idées, en fait, pour faire évoluer tout ça. Je reviens encore à cette idée-là de lier davantage les pôles universitaires avec les besoins et les enjeux que rencontrent les municipalités. Ouais. Au niveau des aspects plus négatifs, je pourrais dire, là, où est-ce que c'est moins élevé? Un projet comme ça, c'est extrêmement dispendieux. L'avantage, c'est de le faire par phase, mais c'est beaucoup d'argent. Donc, il faut apprendre à bien le morceler, le diviser. Et je l'ai mentionné, le citoyen comme une force. Le citoyen peut être une faiblesse aussi. Il peut être le frein au projet à la fois. Puis, il y a toute une manière de réfléchir la place et l'importance qu'on accorde au stationnement, par exemple. Parce que c'est sûr qu'avec des projets comme ceux-là, on a besoin d'espace, de créer des liens verts et il va falloir qu'on voit une manière d'accepter de perdre peut-être une partie de stationnement ou le revoir pour permettre la création de liens verts et d'autres infrastructures naturelles au sein de la ville. Exactement. Puis d'ailleurs, il y a quelqu'un qui posait une question sur Facebook un peu dans le sens des enjeux, mais monsieur, je n'ai pas le nom de la personne, avez-vous impliqué le secteur privé? Parce que justement, dans les enjeux, on a entendu secteur public, secteur institutionnel, les citoyens, mais est-ce qu'il y avait des gens du privé impliqués dans le projet? La première partie de projet qu'on aurait réalisée, c'est en 2015, on pourrait dire. L'arrondissement nous a quand même fourni des grands bacs pour jardiner dedans, pour prendre le pouls un peu de notre communauté, voir est-ce qu'on a un intérêt sur l'agriculture urbaine, et c'était oui. Mais en 2016, première implantation d'un projet, c'est une forêt nourricière, et ça, c'était sur une emprise publique, donc ça me prenait l'autorisation. J'avais mon équipe de bénévoles, des gens super motivés pour la plantation, mais je n'avais pas le financement pour acheter les arbres ou quoi que ce soit. Et c'est là que, je peux le nommer, c'est la Fondation des Amis de l'Environnement de la Banque TD est arrivée
Et eux autres, je ne sais pas sur leur territoire nécessairement, mais ont financé cette partie de projet-là. Et par la suite, sont revenus encore pour financer notre habitat pour les abeilles, qui est le projet en périphérie des jardins communautaires. Donc, le privé, pour le moment, s'investit davantage sur le plan financier, mais ont un rôle important à jouer parce que souvent, ils possèdent des grands territoires, des grands terrains, et ils ont aussi beaucoup d'employés. Je pense à M. Laflamme, par exemple, qui a l'air très impliqué au niveau du développement durable et qui pourrait, par exemple, dire, bon, ben, une demi-journée ou une heure, mettons 2 heures, où est-ce que mes employés vont participer à une plantation d'arbres, faire une corvée dans le secteur. Ça, c'est le genre d'initiative qu'il faut vraiment apprendre à mieux tricoter ensemble, l'institutionnel, le public et le privé. Donc oui, il y a vraiment une place pour le privé. Même, je dirais, sans ça, le projet ne pourra jamais vraiment lever. Effectivement. Merci. Je pense qu'on va passer à la deuxième question. Quelles ont été les belles surprises et les retombées dont vous ne vous attendiez pas? Donc, on a parlé des enjeux, mais est-ce que vraiment il y a des choses qui vous ont surprise carrément? Alexandre, je pense que tu pourrais continuer dans ta lancée. Oui, j'avais même une diapo qui était écrit « Retombées » dedans, tantôt. Oui. Est-ce qu'on remonte? C'est pas nécessaire. Okay. C'était des projets éphémères. Le prix de 2016 qu'on avait gagné justement avec le gala qui s'appelait Environnement et développement durable à ce moment. Ça, c'était inespéré parce qu'on présentait un projet vraiment ambitieux. Puis on se disait, quand on aura réalisé plein de parties de projet dans l'arrondissement, peut-être qu'à ce moment-là, l'université serait intéressée à participer. On planifiait en 2019. Finalement, c'est en 2015 qu'on a réalisé notre premier projet parce qu'ils ont vu l'image, puis ils se sont dit on veut en faire partie et tout de suite. Ça, c'est quelque chose qui n'était vraiment pas planifié. On a dit oui, on a répondu à l'appel. D'aller chercher le prix l'année suivante, c'était la meilleure manière d'asseoir ce projet-là, cette retombée-là. Puis finalement, on venait de travailler l'autre extrémité du projet. Le concept du corridor avait un début puis une fin, donc soudainement, ça devenait plus intéressant. On avait la boîte, il restait à colorier à l'intérieur. C'est un exemple. Ben, tant mieux. Fait que, youpi pour le gala du Curé Morin. Monsieur Laflamme, est-ce que vous voulez en renchérir? Oui, ben écoutez, les belles surprises étaient l'implication de nos employés, l'implication aussi de la direction, parce que ça n'arriverait pas sans ça. L'autre belle surprise que moi j'ai eue, puis si c'était à recommencer, ben je travaillerais tout de suite avec le CTTEI pour avoir un calculateur qui indique c'est quoi la réduction de kilogrammes de CO2 si on donne une deuxième vie à tel produit. Alors ça, c'est quelque chose qui nous aurait éclairé beaucoup plus rapidement. Je pense juste l'aide générale externe était merveilleux. Le fait de trouver, le CTTEI nous a aidé à trouver un preneur pour notre céramique. Et puis, lors d'une visite, il a vu qu'on avait de l'oxyde d'aluminium qu'on a envoyé à l'enfouissement. Il dit, écoute, je veux avoir ça aussi, parce que lui est capable de donner ça une deuxième vie. Alors, il y a des choses qui peuvent aller très, très vite si on fait affaire avec les bonnes personnes. L'autre chose aussi qu'on a eu comme surprise, c'est qu'on a eu, il y a quelques semaines, un premier prix d'innovation dans l'Investment Casting Institute aux États-Unis. Donc, on a été capable de partager avec eux. Donc, il y a un potentiel de 250 fonderies avec lesquelles on a partagé le fait qu'on donne une deuxième vie à notre céramique. Donc, on a discuté un peu le cheminement qu'on a fait avec le centre de transfert technologique de Sorel-Tracy pour donner une deuxième vie. Et puis, lors de la présentation, il y a beaucoup de fonderies qui nous ont demandé, OK, comment qu'on commence? Fait que déjà là, c'est un bon point. Alors, il y a des discussions qui se font à ce niveau-là parce que l'Investment Casting Institute sont très intéressés de faire en sorte que les fonderies dans le monde s'améliorent tant au niveau du développement durable et environnemental. Alors ça a quand même été des surprises dans le sens que je pensais que tout le monde recyclait la céramique, mais semble-t-il que non. Bien, tant mieux. Là, en tout cas, vous avez fait beaucoup de progrès sur le sujet. Puis, je pense, ben, c'est ça, il y a quelqu'un de Claude Maheu-Picard posait la question justement dans le chat. Est-ce que vous prévoyez partager les bonnes pratiques avec d'autres fonderies? Vous avez répondu à la question. Puis, je pense que ça fait partie des belles surprises que vous avez eues. C'est de l'intérêt du domaine de l'industrie, finalement. Là. Oui, mais par contre, on est chanceux parce qu'on avait le CTTEI ici au Québec. Aux États-Unis, ce n'est pas toujours si clair que ça. Par contre,
ils sont intéressés dans le modèle. On est capable de leur dire qu'est-ce que ça sauve en termes d'argent. Ça, c'est l'autre chose aussi qui est une surprise. Donner une deuxième vie, dans notre cas, on sauve entre 300 et 400 000 $ par année, dépendant des volumes de production. Ça représente quand même 2,8 du total des ventes. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est le fun. Ça aide l'environnement. On se fait des petits amis et on s'améliore. Donc, il y a rien, ça fait pas mal. Ben, tant mieux. Quand tout le monde y trouve son compte, puis que la planète aussi, ben, c'est ce qu'on veut faire finalement là, avec le développement durable. Puis justement, la prochaine question était un peu en lien, vous en avez parlé, M. Laflamme et M. Beaudoin, qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Quelles étapes vous auriez fait avant? Là, c'est ça, vous aviez dit impliquer les employés, mais je vous laisse continuer sur la situation. Monsieur Laflamme. Oui, OK. Ben, je pense qu'on aurait approché des scientifiques beaucoup plus rapidement. Comme je l'ai dit, pour notre céramique, c'est un exemple où on a frappé des murs au moins 4-5 fois. Et puis, il y a eu des déboursés entre 16 et 20 000 $. Mais par contre, quand on est venu en contact avec le CTTEI, ça a été beaucoup plus simple. Travailler avec PME Montréal, Est de l'île aussi, eux nous aident. C'est beaucoup plus rapide que si c'est par nous autres mêmes. Je pense qu'on s'est aperçu aussi que localement, notre voisin prend nos palettes. Ça a peut-être pris un petit peu de temps avant qu'on le réalise, mais je ne sais pas, tu sais, c'est comme, je ne sais pas, faire un barbecue, puis qu'on se parle de qui on est, puis qu'est-ce qu'on fait, puis comment on peut s'entraider. On ne le fait peut-être pas assez souvent. Je pense que ça, là, si c'était à recommencer, là, je réseauterais beaucoup plus rapidement avec les bonnes personnes. Très bon conseil. Effectivement, si on fonctionne en silo, c'est sûr qu'il n'y a personne qui nous entend. Je pense qu'on veut passer à Alexandre. Oui, et d'ailleurs, pour m'aider à répondre à cette question-là, j'apprécierais si on pouvait revenir sur une diapo de ma présentation, celle où on voit les flèches grises de ma Oui, tout à chronoséquence fait. des Je me 9. souviens. On y arrive. Désolée à tout le monde, j'espère que je donne pas mal au cœur. Voilà. Voilà. Oui, c'est celui-là ici. Donc, je l'ai mis, la schématisation d'intégration optimale des acteurs pour la mise en place d'un projet de corridor écologique urbain. Bon, ça, c'est sorti de mes études, là. Mes études, je les ai faites entre 2016 et 2019. Le projet a vu le jour en 2014. Donc, je peux dire que j'ai tout fait dans le désordre. Avec du recul aujourd'hui, si j'avais eu cette petite diapo-là en commençant, j'aurais peut-être pas commencé comme celui-là. Déjà, aujourd'hui, je peux le dire, je me sens comme un expert de la question. En 2014, je ne l'étais pas. Donc, c'est sûr que c'était moins évident de démarrer quelque part, mais c'est ce qui fait qu'on fait de l'innovation aussi. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on essaie de travailler autrement et de se mouiller un peu. Mais l'idéal, c'est de démarrer un projet avec une vision d'arrondissement, idéalement portée par des élus qui s'entourent rapidement d'experts pour la question. Alors que nous, ce qu'on a fait, c'est avec une stagiaire en architecture du paysage, on a tracé un projet, un corridor, et ensuite, on a essayé de cogner à la porte de l'arrondissement pour essayer de vendre une idée. Ce qui était, honnêtement, du côté de l'arrondissement Côte-des-Neiges, là, la Femme-de-Grâce Côte-des-Neiges, on a eu une ouverture assez rapidement. L'année suivante, ils nous ont tout de suite épaulés. Donc, on a été chanceux. Mais ce n'est pas le cas de d'autres projets. Il y en existe d'autres à Montréal en évolution, puis ce n'est pas dit qu'en commençant, en faisant un projet sur le territoire, et après ça, en disant venez nous financer, venez nous aider pour le réaliser, ce n'est pas sûr qu'on va vous ouvrir les portes non plus. Ensuite, intégrer le secteur privé. Donc, ça répond même à la question, là, ce que je n'avais pas eu comme réflexe au départ, mais c'est ma deuxième étape maintenant. Il faut rapidement se trouver au moins un partenaire privé pour que le projet puisse tenir la route. Et ça, c'est un élément de base, les schémas. Nous, on a commencé avec ça. L'étape 3, réalisation de plans d'aménagement, alors que ça devrait venir en troisième étape. En fait, une fois qu'on a déjà une communauté de parties prenantes, d'acteurs, là, on pourrait commencer à proposer des visuels et commencer à les présenter à travers les journaux locaux, à travers les plateformes que les arrondissements utilisent pour rejoindre les citoyens, pour aller chercher une rétroaction pour rejoindre idéalement l'acceptabilité sociale. Donc là, si on arrive avec des visuels qu'on présente, puis c'est ça qui s'en vient, sans prendre vraiment le temps d'intégrer les citoyens, bien là, tu as une levée de bouclier, comme je parlais un peu plus tôt. Les gens veulent défendre leur stationnement. Ça me prend 20 minutes de trouver mon espace à chaque jour. Voyons donc, enlevez-moi-en pas. Il y a des réalités aussi. Donc, il y a toute une espèce de jeu ici. Fait que ces 4 premières étapes-là sont assez essentielles et nous, on les avait faites un peu dans le désordre. On passe l'étape critique et ensuite, on est rendu dans les étapes de
on met de l'argent et on fait les premières phases de projet. Et ce qui nous manque, qui nous a manqué beaucoup et qu'on a maintenant grâce à l'appui de l'arrondissement à cause de leur structure et ils ont des employés en communication, ben, c'est justement le numéro 7, communication, rétroaction. Donc, avoir un retour des citoyens et d'avoir cette espèce de soupape-là aussi, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, ces projets-là non plus. Là. Fait qu'il faut vraiment aussi les écouter puis savoir comment est-ce qu'on peut ajuster pour les garder dans, pas le faire contre eux, mais le faire avec eux, mais de transformer un peu nos projets. Donc, il y a toute cette espèce de structure-là. Puis, à mes yeux, il manque encore l'étape 9, là, un bilan standardisé. Là. S'il y a 14 projets de corridors écologiques à Montréal, je suis persuadé que les 14 projets font 14 redditions de comptes différents à leurs arrondissements, si les arrondissements en font partie. Et pour le moment, c'est ce qui manque aussi. Donc, pour montrer un peu, là, il y a une séquence que j'ai réussi à démêler un peu, que je propose ici et que je n'ai pas du tout respecté moi-même. Donc voilà, c'est la diapo qui aide vraiment à répondre à cette question-là. Effectivement, puis on voit le livrable en 8, si je peux me permettre d'évaluer. La situation est que le corridor d'Arlington est une réalisation en multiples projets. Donc, la réalisation est souvent quelque chose de... La réalisation finale est souvent très loin. Est-ce qu'il y a une façon justement de se donner des étapes pour justement faire mieux? Sans aller dans le schéma complet, mais est-ce que chacune des étapes devient une réalisation, devient un livrable ou on regarde juste le point final? Exactement. C'est pour ça que j'utilise le mot phase, là, mais ça pourrait être étape aussi. Là. C'est la même chose. Donc, on le morcelle, on divise. On se rappelle l'image où je parlais des pas japonais aussi. Peut-être Oui. cibler ces pas japonais-là, les contraintes, puis travailler sur cet aspect-là, puis le voir comme une réussite une fois que ce sous-projet-là est réussi, puis communiquer comme étant une réussite. Il faut qu'on communique beaucoup nos bons coups là, pour que finalement on puisse en faire un deuxième et un troisième. Et un jour viendra où tous ces petits projets-là vont être connectés. Gagner le prix, là, encore une fois, on est super heureux à l'arrondissement. Moi aussi, c'est vraiment quelque chose de génial. Mais il n'est pas fini du tout, ce corridor-là. Là. On n'est même pas à moitié, je dirais, là, avant qu'on ait vraiment atteint l'idéal de ce projet de connectivité-là. Je pense que la reconnaissance qu'on a, ça nous permet de dire, ben, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est bien. Continuer. Puis c'est ce qu'on a besoin. Et j'espère aussi, de l'autre côté, ça encourage d'autres arrondissements qui ne le font pas encore à dire, bon, ben, c'est quoi ma communauté de pratique, moi, c'est dans mon territoire, puis avec qui je peux m'associer. C'est qui mes experts qui peuvent m'aider à réfléchir à un projet comme celui-là? Effectivement. Puis justement, quand on parle d'inspiration, qu'est-ce qui vous inspire ou est-ce que vous avez quelque chose qui vous inspire à poursuivre ou à développer d'autres choses? Là, c'est ça, le corridor d'Arlington n'est pas fini, mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui se greffent, de réalisation qui se greffent au corridor ou avez-vous réussi à inspirer d'autres arrondissements ou d'autres organismes? Oui, la réponse c'est oui, puis c'est vraiment, je suis très heureux de répondre oui à ça. En fait, il y a comme une saine compétition entre les arrondissements, puis il faut l'utiliser, il faut que ça continue. Je dis ça, je sais qu'ici, il y a Yolande Moreau, là. Salut Yolande, qui est la directrice responsable du développement durable pour l'arrondissement, puis c'est vraiment grâce au fait qu'on communique bien ensemble que le projet avance. Là. Puis quand je parle de saine compétition, je pense qu'elle doit sourire elle aussi dans son coin. Là. Mais j'ai fait partie d'un jury pour Ville-Saint-Laurent qui a eu une réflexion sur un corridor de biodiversité. J'ai été invité récemment dans le dernier mois à l'arrondissement du Sud-Ouest pour faire une présentation sur le corridor de connectivité, sur plus un point de vue macro, la théorie autour de tout ça. À la salle, il y a une réflexion qui a émergé il y a 2 ans, qui commence à se mettre en place. Même chose à Ville-Outremont, où est-ce qu'on a eu une première rencontre avec des élus pour voir un peu c'est quoi les options, les possibilités. Donc là, ça crée peut-être des jaloux et c'est tant mieux. Donc ça, c'est un des éléments. Là, c'est un réseau, en fait. Un corridor tout seul, isolé au milieu de Montréal, comme j'ai présenté, ça sert presque à rien. Il faut vraiment qu'il aille rejoindre d'autres corridors pour qu'on parle de réseau de corridors. C'est là que la connectivité va prendre tout son sens. Donc ça, c'est... Puis j'avais mis une image rapide des rivières perdues, là, où est-ce qu'on voyait un tuyau avec quelqu'un dedans. Là, ça, c'est nos rivières à Montréal qui sont canalisées sous nos pieds. Il y a des poursuites. Qu'est-ce qu'on pourrait continuer dans nos actions? Là? C'est vraiment s'intéresser, savoir intéresser les citoyens, trouver une manière d'adresser cette question-là. Est-ce qu'on est capable de faire une meilleure gestion de nos eaux pluviales en ramenant à la surface nos rivières perdues? Et finalement, une rivière qu'on ramènerait partiellement en surface comme ça, probablement deviendrait automatiquement un corridor de connectivité à sa manière. Donc, il y a peut-être toute une réflexion à avoir encore. Là. Si on veut voir s'il y a des chemins à suivre, là, à mes yeux, c'est le réseau des corridors verts, puis c'est toute la partie bleue de la trame bleue, justement, de Montréal. C'est ces 2 éléments-là qui, je pourrais m'investir là-dedans jusqu'à la fin de ma carrière, je pense.
Ça serait effectivement très motivant et très inspirant de voir certaines trames bleues ressurgir à Montréal. Mais je pense que ça va être justement la semaine prochaine, je vais avec la conférence de la biodiversité. Je vous lance l'hameçon tout de suite, mais il y a les deux réalisations qui sont présentées. On tente justement de remettre trame verte et bleue dans tout ce processus-là. Donc, Monsieur Laflamme, je pense qu'on peut passer à vous. Qu'est-ce qui vous inspire à poursuivre? Bien, on vient de compléter un projet qui tient compte du développement durable dans les 3 axes. On a automatisé un équipement qui était dans une zone à risque au niveau santé-sécurité. De plus, c'est un système automatisé qui recycle l'eau. Donc, on réutilise la même eau. On a baissé notre consommation d'eau. Et c'est aussi un projet à bon retour d'investissement. Donc, je pense culturellement, ce qu'on essaie de faire dans les différents projets, c'est y aller selon les axes du développement durable. L'autre chose qu'on est intéressé de faire, c'est qu'on a fait un périmètre 1 et 2. On veut vraiment faire un périmètre 3. C'est juste une question de trouver le bon temps pour être capable de ressortir des actions, une meilleure compréhension de qui on est et comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Alors, ce que je vous dirais, c'est dans la prochaine année, ça c'est quelque chose qu'on veut faire et de poursuivre dans cette même voie-là. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le système automatisé, en plus, va éliminer complètement un rebut qu'on a envoyé à l'enfouissement. Alors ça, c'est l'autre avantage, non seulement ce qui recycle l'eau, mais on n'aura plus besoin d'acheter le produit qu'on avait besoin, puis on ne trouvait pas de preneur. On a vraiment essayé de trouver un preneur, puis là, il va être complètement éliminé. Fait que ça, on est quand même assez fiers de ça. Ah, tant mieux. Je verrais aussi la question à comment ça se passe à l'usine. Tu sais, vous avez impliqué les employés quand même assez tôt dans le processus. Comment réagissent vos employés, mais comment réagissent aussi vos fournisseurs, vos clients? Comment tout ça vous aide à poursuivre ou même ça vous aide à évoluer dans le projet? Bien, nos grands donneurs d'ordre, je vais faire attention à ce que je dis, ils ont des beaux plans de développement durable. Okay? Donc, c'est sûr qu'on va s'inspirer d'eux. On a volé des indicateurs de performance qu'on trouvait qui parlaient bien. Mais je vais être honnête avec vous, quand on va les visiter, là, ils ne veulent pas qu'on leur parle de développement durable, malheureusement. Mais ça n'empêche pas qu'on est capable de voir ce qu'ils pensent de ça. Okay? Je suis très honnête avec vous, là. Pouvez-vous répéter la question? Je voulais savoir justement au niveau de la réaction de vos, okay. de vos employés, de vos clients, de vos fournisseurs par là, rapport parlé des clients. C'est exactement ça. Les fournisseurs, ce qui est intéressant, c'est que John Slovey, que vous ne voyez pas en ce moment, mais il est ici, il y a un questionnaire au niveau du développement durable qui envoie une fois par année à nos fournisseurs. Donc, on est intéressé de savoir c'est quoi leur pratique, comment est-ce qu'ils voient ça. Mais aussi, on envoie ça parce qu'on leur dit que c'est important pour nous. Donc, on cherche des améliorations. Dans certains cas, on peut leur voler des idées parce qu'ils vont nous parler de ce qu'ils font. Nous, ça nous donne une occasion aussi de leur parler des rebuts. On a des... celui qui prend une partie de notre métal prend maintenant nos palettes. Alors, la relation s'est développée, donc ça crée des conversations, puis on est capable de les aider. Puis au niveau des employés, bien, je vous dirais, ils sont contents. Ils sont contents de voir qu'il y a des démarches qui sont prises. On leur donne une voix aussi parce que 2 fois par année, on fait des rencontres générales. Alors, ils ont une période de temps où ils peuvent aller en avant puis parler du projet qu'ils ont fait. Souvent, le superviseur va les aider à faire un petit PowerPoint, prendre des photos. Et puis, on essaie de privilégier, nous, ce qu'on a appris. Mais quand on travaille en équipe, quand on va chercher de l'aide extérieure, bien, ça nous aide à progresser plus rapidement. Je pense que de ce côté-là, ça va quand même assez bien. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est sûr que moi, participer à des événements comme ça ou aller à des webinaires, j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer.
On n'est pas de ceux qui pensent qu'on fait les choses parfaitement bien. Il faut toujours se remettre en question, sinon on devient peut-être paresseux. Alors, c'est sûr qu'on aime des gens qui nous challengent, qui disent, écoute, ça a l'air bon, mais avez-vous pensé à ceci ou cela? Je pense que ça va bien, mais je pense qu'il faut qu'on fasse plus, il faut qu'on sorte de notre coquille, il faut qu'on devienne de meilleurs gestionnaires. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on n'a pas le temps, pas le temps, pas le temps. Prenons le temps de mieux s'organiser, on est capable d'en faire plus. Oui, puis à la longue, ça va vous sauver du temps aussi de toute façon et de l'argent maintenant que vous avez fait le bilan ou un certain bilan, vous sauvez maintenant temps et argent. Fait que du côté financier, disons que votre entreprise s'en porte grandi. Et c'est justement, il y a quelqu'un sur Facebook qui posait la question, est-ce que vous avez gagné des nouveaux clients par le bouche à oreille ou par le fait que vous êtes devenu éco-responsable? Mais vous dites que vos clients ne sont pas très intéressés par ce volet-là, mais est-ce que ça aboutit un peu? Je dirais pas c'est pas qu'ils ne sont pas très intéressés. Ils cherchent le mot. Ils ont un document de sustainability. OK. Ils ont le document. C'est juste que quand tu t'en vas faire des présentations, ben, tu n'as pas vraiment le temps de parler de ça. Parce que je veux dire, on est déjà arrivé avec des présentations pour vouloir en parler. Quand quelqu'un est en état de crise et il a besoin d'aide, il veut que tu l'aides dans ce domaine-là. OK? Mais quand même, c'est des choses qu'on a sur notre site Web, c'est des choses qu'on va leur dire. Dans certains cas, il y a certains donneurs d'ordre qui ont un certain prix au niveau de l'environnemental. On n'a pas encore participé. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire pour leur montrer que ça nous intéresse. Mais déjà, cette année, on a participé avec le CRE Montréal et on avait l'Institut. Ça prend quand même un certain temps. Donc, pour doser là, les participations, les systèmes dans lesquels on participe. Et je pense aussi que le fait de... Là, vous avez reçu la reconnaissance du gala, qui est quand même juste montréalais, mais vous avez, quelques jours après le gala, vous avez reçu aussi un prix au niveau des États-Unis pour votre éco-responsabilité, justement. Ça peut peut-être... Ça aide? Oui, ça aide. Et puis, il va y avoir une suite l'an prochain. Je veux dire, il va y avoir... je veux dire, si la COVID, ça se rectifie, ils veulent qu'on aille à Los Angeles pour remettre le prix, puis ça va nous donner encore une occasion de discuter de ces projets-là, puis partager notre savoir-faire ou au moins le processus. Excellent. Génial. Je vais juste vérifier si on a encore d'autres questions. Moi, je sais que j'en ai encore en banque, donc on peut... c'est la période des questions du public ou même si, Alexandre, tu veux poser des questions à Greg, les micros sont ouverts, donc ça sert à ça. Moi, je vais aller voir si avec mes collègues à la technique, bien sûr. si on a des Mais questions. d'abord, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport aux réalisations poursuites, par exemple. Là. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant pour lier le privé, encore une fois, mais tout le concept de la santé environnementale. De comprendre que finalement, on travaille sur le bien-être de nos employés aussi quand on fait du verdissement à proximité, ne serait-ce que faire une poche de biodiversité au milieu d'un stationnement ou à côté de la table à pique-nique des employés où est-ce qu'ils vont manger l'été. C'est des petites actions très, très légères, toutes simples, puis créer pour de vrai, les petits nichoirs à pollinisateurs, là, ça fascine les gens, ça fait pas peur. Donc, ces petites actions-là sont bénéfiques pour la nature, pour l'environnement, elles sont bénéfiques aussi pour les gens. Puis si en plus on est capable de libérer un peu de temps, Monsieur Laflamme, je ne vais pas vous mettre dans la soupe chaude ou vous obliger à tout ça, mais à ces employés, puis leur donner un petit moment pour travailler sur des projets qui sont complètement autres à leur activité quotidienne. On parle de santé bien-être, là. Donc les gens aiment ça, ça donne envie de voir les gens sous un autre jour. Vous parliez par exemple du barbecue un peu plus tôt. Une plantation peut être l'équivalent du barbecue pour finalement sortir de sa zone de confort et se retrouver à discuter de projets un peu différents puis de réaliser qu'on a peut-être des atomes crochus avec un collègue qu'on croise tout le temps, mais on ne sait pas sur quoi il travaille, etc. Donc, je pense qu'il faut trouver une manière d'aller dans la relation de travail puis tout aller sur la santé et le bien-être tout en gardant nos activités d'entreprise. Je ne sais pas, vous, M. Laflamme, ce que vous en pensez de tout ça, mais
c'est pas évident comme directeur de prendre une décision de peut-être alléger les tâches de quelqu'un pendant une journée, mais finalement, ça peut les rendre peut-être plus productifs. Oui, oui, oui. Non, je pense que ça fait partie quand même de... Il y a des gens ici qui font du bénévolat localement. Ça fait que ça, c'est des choses qu'on fait la promotion. Dans notre planification stratégique, c'est quand même des sujets, il y a une ouverture à ça. Puis il y en a qui le font. Pas vraiment de problème à ce niveau-là. Mais comment est-ce qu'on le structure ou comment est-ce qu'on va de l'avant? J'en profite peut-être pour une autre question. Oui, mais c'est juste parce qu'on voit ce système de redevance bénévole, surtout dans les grandes institutions, mais effectivement, pas juste viser M. Laflamme, bien sûr, et Vestchel, mais tous ceux qui nous écoutent, comme quoi une demi-journée d'investissement bénévole dans des projets éco-responsables, c'est génial. Et justement, en même temps, M. Laflamme avec Vestchel, vous l'avez quand même fait en impliquant vos employés directement à tout ce développement-là. Ça sert aussi ça des journées de rassemblement stratégique. Alexandre, tu avais une autre question? Bien, c'est pour faire écho aussi à la question sur comment on implique le milieu privé. Par exemple, si le corridor écologique d'Arlington passait sur votre terrain ou à proximité, là, vous dites, il faut avoir le temps, il ne faut pas être en train de gérer des urgences. Là. Ce serait quoi le meilleur pont de communication, la meilleure manière pour vous, si un projet de cette envergure-là passait à proximité de votre entreprise, comment est-ce qu'on pourrait vous rejoindre? Comment on pourrait vous intéresser à cette question-là? Parce que souvent, j'espère, on tend des mains, on va chercher le privé, mais comment est-ce que le milieu privé pourrait s'y intéresser? Peut-être qu'on prend pas, on n'a pas la bonne manière pour le moment. Oui, écoute, c'est une bonne question. Comment le faire? Il me semble, j'ai déjà vécu avec le projet Synergie, des PME Montréal de l'Est, où ils faisaient des rencontres le matin, café, quelqu'un faisait une présentation en avant, puis là, les gens pouvaient discuter. Puis je me souviens, à ce moment-là, on avait parti un projet de dire, on cherchait quelqu'un qui prenait nos boîtes de carton. Bon, c'est pas du bénévolat, mais tu sais, c'est peut-être juste ça, des périodes de rencontre où quelqu'un relativement éclair, là, on regarde voir, on essaie de vous définissez ce que vous voulez faire, puis on regarde voir s'il y a un match. Est-ce que c'est passé par PME Montréal, passé par les chambres de commerce? J'essaie de voir comment il peut avoir une synergie ou moi, ce que une masse critique pour faire bouger les choses. Ce que je retiens, c'est que vous avez déjà des structures, des hubs, là, les moments synergiques comme ceux-là. Peut-être que c'est au milieu institutionnel, au milieu communautaire aussi, d'apprendre à participer à ces événements-là qu'on associe tout de suite au milieu privé. Peut-être que finalement, ce que j'entends, c'est qu'il y a une place aussi pour faire entendre ces projets-là dans ces moments de mutualisation. Ouais. Parce que si on passe, exemple, le communautaire ou les chambres de commerce. Les chambres de commerce, c'est pas juste les industriels, ça peut être des commerçants, ça peut être très, très variable. Quand que je vais à PME Montréal, c'est plus des industriels. C'est ça, comment est-ce qu'on fait pour avoir une masse critique pour que ça puisse avancer, puis que tout le monde ait la chance de participer aussi. Mais je ne sais pas. Y a-t-il d'autres avenues? Il faudrait que j'y pense. C'est certain que je pense que les domaines seraient bénéfiques pour le mélange. Là. Donc, tout le monde est complémentaire finalement. Je sais par expérience et en voyant souvent certains projets que les industries, les institutions fonctionnent beaucoup entre eux. Mais on voit avec vos projets que justement, c'est avec la collaboration de plusieurs organismes, organisations, que c'est possible de faire autant. Vous l'avez dit, M. Laflamme, si vous n'aviez pas eu l'aide de certaines organisations ou certains engrenages, vous ne seriez pas où vous êtes rendu. Alexandre, la même chose. Tu as mentionné que sans l'arrondissement, ça n'aurait pas... Et l'arrondissement, sans les citoyens, sans le privé, sans les fondations,
je pense qu'il va falloir vraiment aller voir plus large que les canaux habituels. Je pense qu'en plus, avec la COVID et le fait qu'on n'a plus trop le réseautage depuis... je pense que ça ne deviendra plus non plus le réseautage en personne risque malheureusement d'évoluer différemment. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde soit conscient que les autres existent. Oui, c'est deux pièces de casse-tête qui doivent se rencontrer, là. On dit souvent au niveau climatique là, que c'est le fédéral qui a les sous, que c'est le provincial qui a les leviers administratifs, les leviers réglementaires, puis c'est le municipal qui a les problèmes. Puis des fois, c'est peut-être ça aussi. Les enjeux sont immenses, ce qui s'en vient pour le changement climatique, puis les municipalités, puis les solutions vont se trouver de manière différente, puis il faut que ça soit fait en collégialité et tout le monde ensemble, là. Fait qu'on parlait d'un événement synergique, là, un espèce de moment central. Peut-être qu'il faudrait qu'on apprenne à rentrer chacun et l'autre de plus en plus dans le domaine, dans la discipline de l'autre, puis s'écouter. Parce qu'on a tous à gagner de tout ça. Bien, je pense que le gala sert un peu à ça, sans vendre non plus. Je ne suis pas sûre que vos deux projets, ce serait... Est-ce que M. Laflamme et M. Beaudoin, vous seriez parlé sans le gala? Est-ce que vous ne seriez jamais rencontrés? Est-ce que c'est des choses comme ça qu'on met de l'avant, que le gala veut promouvoir? Puis je suis vraiment contente d'entendre vraiment deux côtés de la médaille complètement différentes des changements climatiques. Là. Moi, c'est sûr que pour moi, je suis content d'avoir rencontré M. Beaudoin. Ce que j'aimerais, c'est ceux que je ne connais pas. Nous, on a gagné et on parle, mais ceux qui n'ont pas gagné, ils ont sûrement des bonnes pratiques aussi. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre ce que tout le monde fait? Bien, de notre côté, on va émettre, c'est ça, pour le gala, il va y avoir un recueil qui va être mis. Il y a toujours la promotion de toutes les candidatures qui sont sur notre site Internet. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est qu'il faut que tout le monde, à un moment donné, prenne sa voix, prenne le micro d'une façon ou d'une autre pour se faire connaître. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle plateforme. Malheureusement, on n'aurait pas pu avoir 60 personnes en conférence, en panel. Mais on va essayer de trouver une autre stratégie l'année prochaine, au mois d'avril, pour le prochain gala, pour justement faire un certain réseautage entre tous les candidats. Oui, moi, je pense que ça serait bénéfique parce que c'est sûr que c'est toujours intéressant de voir ce que les autres font. Des fois, les gens pensent autrement, c'est bien. Nous, ça peut nous aider à se propulser plus rapidement. Ouais. J'ai une question du public ici. Pour M. Laflamme, envisagez-vous la carboneutralité, carrément? L'étape ultime de la chose. Fait que ça c'est une question complexe. Donc, pas de CO2. Ouais. J'imagine que c'est sûr que faire un périmètre 3, c'était peut-être ça, d'essayer de comprendre la totalité, puis voir où est-ce qu'on se situe. Il y a des choses, je ne veux pas rentrer trop dans les détails de notre planification stratégique, mais c'est sûr qu'il y a des choses avec les centres de recherche qu'on travaille dessus. Est-ce qu'on peut faire une coquille 3D? Au lieu, là, vous ne connaissez pas notre processus, là, mais comment est-ce que je peux faire pour utiliser moins d'énergie pour faire la même chose? Donc, on a déjà fait des tests pour faire des coquilles 3D. Il y a des questions qu'on se pose. Comment est-ce qu'on peut éviter le gaz naturel? Ça fait qu'il y a des plans. On essaie de travailler avec des compagnies locales qui font déjà des éléments chauffants. Par contre, quand je regarde le coût de l'énergie, je passerais peut-être de 0,08 sous par kilowattheure à peut-être 12 sous de kilowattheure. Donc, sur un retour d'investissement électrifié tout en ce moment, je n'ai pas le taux des alumineries, là, OK? Excusez, c'est pas gentil de dire ça. Non, mais ça n'empêche pas qu'on essaie de s'améliorer. Donc, la question est très, très bonne. Est-ce que je peux promettre que dans 5 ans,
on va être carboneutre. Ça serait ridicule que je dise quelque chose comme ça. Mais oui, faut se donner des challenges pour s'améliorer plus rapidement. Fait que si jamais il y a quelqu'un sur Facebook qui a la recette secrète, on est prêt. Mais c'est sûr qu'en travaillant avec des centres de recherche, on travaille avec le Centre de métallurgie du Québec, on essaie de faire de la veille avec les CSMO et l'Institut, l'Investment Casting Institute, travailler avec le CTTEI, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Peut-être un jour, on va faire des pièces 3D en métal. Et puis ça, j'ai le reste du processus. T'sais, on fait de la radiographie, on fait du redressement. Donc, on essaie aussi de... Mais c'est peut-être pas encore carboneutre. Ouais. C'est une amélioration drastique, mais ça reste quand même un objectif intéressant. Oui, définitivement. Définitivement que je pense qu'il faut qu'on essaie d'aller dans cette direction-là. OK. Dernière petite question, justement, dans le inspirationnel. Qu'est-ce que vous aimeriez voir se développer à Montréal dans chacun de vos domaines, mais en changement climatique dans les prochaines années? Là? M. Laflamme ou M. Baudouin? Moi, j'aimerais ça développer ce que M. Baudouin a parlé. Comment est-ce qu'on travaille mieux ensemble? Comment est-ce qu'on fait pour s'entraider? Comment est-ce qu'on fait pour partager les pratiques? Comment est-ce qu'on fait pour participer aussi? Aider l'autre. Des fois, ça peut avoir un gain pour nous, des fois pas. Et comment est-ce qu'on fait pour aider? Peut-être changer notre mentalité. Moi, je vais vous dire quelque chose, peut-être, là, qu'il y en a qui n'aimeront pas, mais comment est-ce qu'on devient de meilleurs gestionnaires, point de ligne? Puis j'ai un problème avec ça. C'est une belle question, franchement. Est-ce que, là, c'est ça, pour vous, un bon gestionnaire incorpore maintenant l'environnement, les changements climatiques? Là, et ça, je pense que vous devenez un ambassadeur extraordinaire dans le milieu des affaires, là, dans ce cas-là. Peut-être. Moi, je ne prétends pas que je suis un bon gestionnaire. Moi, je vous dis, comment est-ce qu'on devient un meilleur gestionnaire? Moi, je peux vous dire plein d'affaires, mais je suis bon dans les actions ou pas. T'sais, comment est-ce qu'on fait pour devenir de A à Z de meilleurs gestionnaires? Des gens autant qui sont capables de travailler avec nos gens à l'interne, travailler avec des gens à l'externe, devenir plus innovants. Je dis ça parce que je ne pense pas qu'on l'est. Je pense qu'on essaie. Nous, on essaie de grandir. On n'est pas grand, là. On essaie de grandir. Puis je me suis aperçu avec mon âge que dans certains cas, on s'est propulsé très, très rapidement. Puis dans d'autres cas, on rentre dans le mur, on rentre dans le mur, on rentre dans le mur. C'est pas d'être un bon gestionnaire, là. Est-ce qu'on est capable d'apprendre de nos erreurs, de s'améliorer? Puis, est-ce que nos stratégies gouvernementaux sont axées à ce qu'on devienne de meilleurs gestionnaires? Bon, j'ai déjà la réponse, je ne le dirai pas ici. On prendra cette question-là pour un débat complet de plusieurs heures. Pour moi, c'est compliqué puis pas compliqué. Les problèmes dans le monde, là, ça vient des gestionnaires. Point la ligne. C'est pas opérationnel. Fait que comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer là où il faut? T'sais, un exemple, c'est est-ce qu'on a les bons indicateurs de performance? Moi, le calculateur, je vous ai dit que je suis enchanté là-dessus. Pourquoi? Parce que ça me donne une idée, c'est sur quoi que je devrais travailler. Est-ce que je vais travailler sur un produit qui va sauver un véhicule année ou 150? Ben, c'est 150. Non? Tout à fait. À moins que ce soit trop compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que comment est-ce que le langage scientifique peut devenir plus facile à comprendre et à orienter les directions? Il y a beaucoup de cheminement encore à faire à ce sujet-là. Puis, oui. Mais en ayant deux experts en changement climatique dans deux domaines différents, je pense qu'on évolue aussi là, dans les discussions. Puis je pense que Alexandre, si tu veux finir sur cette note. Oui, dernière petite question. On dit souvent que si on veut changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. Je ne sais pas si ça s'applique aussi dans le monde des gestionnaires. Alors, je
ne fais pas partie Oui, de cet univers-là. Mais c'est une phrase un peu kitsch, mais en même temps, elle est pleine de sens quand on y pense vraiment. Moi, je pense que j'aimerais voir, bien évidemment, une espèce de lieu central où est-ce qu'on connaît mieux les initiatives, puis c'est qui nos meilleurs partenaires privés qui peuvent aider pour ces projets-là. Parce qu'un projet d'envergure de celui qu'on présente pour les corridors, porté là, par l'université et l'arrondissement, l'arrondissement n'a pas nécessairement tous les fonds nécessaires pour financer chaque partie de projet. Il faudrait vraiment avoir une espèce de reconnaissance de bonnes pratiques qui soit mieux connue, que ça donne envie, en fait, à un citoyen corpo de prendre son rôle à bras-le-corps, puis de s'impliquer, puis qu'il y ait une reconnaissance au niveau de la communication, de la visibilité qui revient ensuite pour ces acteurs-là qui le font en croyant vraiment faire partie du changement. Que dans les bilans annuels d'entreprise, par exemple, on a toujours une partie sur une comptabilité écologique ou sur les bons coups de l'année pour montrer que finalement, ça se chiffre, puis les retombées sur la qualité de la productivité des employés à cause d'un milieu adéquat, agréable, ou que ce soit par une économie circulaire qui valorise finalement des extraits en même temps. On est capable de constamment, ça devient un automatisme en fait, cette manière de fonctionner-là. Je pense que on rêve là, un monde meilleur, puis qu'est-ce qui nous manque en ce moment. Peut-être quelque chose comme celui-là. Puis ça fait vraiment écho à ce que M. Laflamme disait aussi juste avant. C'est dans le même sens. Excellent. Ben, je pense qu'on serait arrivé à la fin. Est-ce que vous aviez des points à rajouter, une petite conclusion, messieurs, pour tout ça, ou on passe aux remerciements? C'est pas moi, tout ce que j'espère, c'est que les gens vont avoir du plaisir à améliorer l'environnement, puis à se faire des petits amis pour grandir. Ben, c'est un beau message d'espoir. De mon côté, j'ai quand même des remerciements à faire aussi. Là, oui. J'avais Yolande Moreau tantôt, elle n'est pas la seule. Il y a toute l'équipe, en fait. Là, on montait, par exemple, une demande de subvention pour une partie de projet du corridor écologique d'Arlington il n'y a pas si longtemps. Et c'est pas mal tout l'arrondissement qui s'y est mis. Là. Tous les services ont mis l'épaule à la roue, puis ça a fait que ça a commencé à avancer. Je ne pourrais pas nommer tout le monde. Mais quand on porte un projet, qu'on est un peu dans ses idées au début avec un truc qui sort de l'ordinaire, là, on se sent un peu fou même avec ces projets-là. Puis soudainement, on sent qu'il y a toute une machine qui s'implique, puis qui y croit, puis commence à contribuer son expertise dedans. Ben, ça donne vraiment envie de continuer. Puis ça, c'est les remerciements que je veux faire. C'est merci à tous ceux qui sortent de leur zone de confort, qui essaient quelque chose de nouveau, qui ne sont pas sûrs, qui se mouillent, qui prennent des risques. Mais merci de le faire parce que les solutions vont se trouver là, dans l'espèce d'interstice entre les disciplines. Puis ben, merci au gala. Avec la lumière, Merci beaucoup. C'est une belle gemme, justement. On a donné le nom pour la première fois cette année au trophée. On a appelé ça les gemmes. On joue sur le mot gemme, bien sûr, là, J-A-I-M-E, mais la gemme est une perle, est un joyau, finalement. Chaque réalisation devient quelque chose d'exceptionnel, d'unique. Merci pour la présentation, Alexandre. Je pense que moi, je vais pouvoir finir sur ça avec la conclusion pour remercier mes partenaires, justement. Donc, le gala ne pourrait pas être possible sans nos partenaires financiers de services. Donc, notre partenaire distingué, Ville de Montréal, partenaire influenceur communautaux qui a eu la gracieuseté cette année aussi de remettre des bourses à 2 petits projets, soit OBNL et Petite Entreprise. On les verra dans les prochaines semaines. Notre partenaire associé, l'ARTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain, et nos alliés, Énergir, Hydro-Québec, Fonds de solidarité FTQ, Port de Montréal et Recyc Québec. Sur ce, moi, je vous remercie. Je vous invite à vous inscrire pour la prochaine conférence le 12 novembre sur la protection de la biodiversité qui, justement, va mettre de l'avant les réalisations de l'aéroport de Montréal et les services des grands parcs. Donc, 2 beaux projets, 2 belles réalisations qui vont être présentées, qui vont être détaillées la semaine prochaine. Donc, je vous remercie énormément. Puis je vous souhaite, on se revoit la semaine prochaine. Merci.